je voulais juste donner un tout petit peu de contexte sur cette réunion, ce webinaire, très rapidement. Au-delà de l'intérêt intrinsèque de chacun des baromètres que vous mettez en œuvre chez Eurogroupe. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Aujourd'hui, on va parler ferroviaire, mais il y en a deux autres qui seront eux aussi présentés dans le courant de l'année à venir, après le deuxième semestre. On voulait faire celui-là aujourd'hui parce que nous fêtons les 10 ans de l'association Norling ferroviaire lundi prochain. Alors c'était le 6 juin, c'était le 6 juin officiellement les 10 ans de dépôt à la préfecture, mais on fait ça à la fin du mois de juin. Et l'idée de faire cet événement, c'est aussi de montrer que l'écosystème ferroviaire, notamment associatif, lié au ferroviaire, il a beaucoup changé. Et donc, on doit trouver, nous, une place en tant qu'association régionale par rapport au PATREF, par rapport à AFRA, aux objectifs OFP, etc. Donc, on doit retravailler sur notre plan d'action, notamment. Et donc lundi après-midi, on va parler de promotion du transport ferroviaire au niveau régional. Et pour faire de la promotion, il n'est quand même pas inutile, il est même peut-être même pertinent, primordial, d'écouter ce que les clients, les chargeurs ont à dire de ce mode de transport, au-delà peut-être des entre guillemets poncifs ou lieux communs autour des grèves et des choses comme ça. Je crois qu'on essaye d'aller beaucoup plus loin que ça aujourd'hui et puis lundi prochain. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça l'idée, c'est de se dire que pense le client, que pensent les chargeurs autour du ferroviaire. Voilà, ce préliminaire étant évacué, Lynn, pardon, je t'en prie. Merci beaucoup, Fabien. Donc, je vais vous repartager mon écran avec quelques slides, justement, à parcourir ensemble sur ce baromètre de perception des chargeurs sur le transport ferroviaire et combiné. Comme Fabien le disait en introduction, c'est un baromètre qu'on réalise côté Eurogroupe Consulting avec l'AUTF depuis quelques années. L'origine de ce baromètre ferroviaire remonte maintenant, je crois qu'on est à la 10e année consécutive. Donc on commence à avoir un historique et quelques tendances pour donner la parole justement aux chargeurs, pour bien comprendre les évolutions, donc à la fois dans comment l'utilisation du mode ferroviaire est faite aujourd'hui par les industriels, comment est-ce qu'ils perçoivent l'organisation du système, est-ce qu'ils le comprennent, est-ce qu'il est lisible, des questions autour de la satisfaction et de la qualité de service perçue par les chargeurs sur le transport ferroviaire, et des questions autour du report modal. Est-ce qu'on réussit réellement à faire du report modal vers un mode massifié comme le ferroviaire? Est-ce qu'il y a du report modal inversé, notamment sur les modes ferroviaires? Donc, vous avez ici les différentes catégories de questions qu'on pose aujourd'hui qui nous donnent un peu un panorama assez exhaustif sur leur perception. Peut-être un petit mot en introduction sur le panel de répondants de cette année. Donc le questionnaire est diffusé en fin d'année, donc ça a été en décembre 2024 pour qu'on puisse traiter les résultats au premier trimestre. Donc le baromètre 2025 porte sur l'année 2024. Et cette année, nos répondants sont plutôt des grandes entreprises et des donneurs d'ordre de type industriel. Vous voyez, on est à 84% d'industriels pour 16% d'entreprises plutôt dans la distribution. En grande partie, c'est des entreprises françaises qui participent au sondage. Et en termes de représentativité des secteurs, on voit qu'on est conforme aux usages d'un mode ferroviaire, c'est-à-dire que la grande consommation, les granulats matériaux de construction, et la chimie, les produits dangereux, ça reste les trois secteurs qui sont plus représentés dans notre panel. On a également l'agriculture qui arrive à hauteur de 10% des répondants.
Et d'autres secteurs participent également, hein, que ce soit l'automobile, la métallurgie, la partie bois et papier, et puis tout un tas d'autres industriels. Donc, la caractéristique de ce panel, c'est qu'on est sur des grandes entreprises, donc plus de la moitié font un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard et seulement 19% ont un chiffre d'affaires inférieur à 500 millions. Donc, on est plutôt sur des structures installées et qui, théoriquement, devraient être des grands utilisateurs des ferroviaires. Et donc, on va voir ça justement. Une des premières questions qu'on pose, c'est quels acteurs interviennent dans cette chaîne de valeur du ferroviaire, avec qui les chargeurs sont en contact pour organiser leur flux de transport, que ce soit en conventionnel et en combiné. Donc sur le conventionnel, sans surprise, on voit que c'est les entreprises ferroviaires qui sont le point d'entrée premier pour un industriel ou un distributeur. Sur le combiné, c'est un peu plus intéressant parce que c'est les transporteurs routiers qui sont la première porte d'entrée. Donc, ils ont un rôle important aussi dans le développement du ferroviaire aujourd'hui. Un autre point qu'on a noté et qui est une tendance de fond depuis 2-3 ans, c'est les commissionnaires de transport. On voit qu'ils arrivent pour le conventionnel en deuxième position comme acteurs organisateurs des flux. Et sur le combiné, ils sont également en deuxième position. Et donc, on constate qu'ils sont de plus en plus à la manœuvre sur l'organisation des flux. Maintenant, on leur a demandé, mais qui vient vous voir? Qui vous sollicite pour vous proposer des services de transport ferroviaire? Donc là, les entreprises ferroviaires restent en premier, mais les commissionnaires de transport aussi se maintiennent en deuxième position. À noter que sur notre panel, 72% disent être sollicités, ce qui veut dire, à contrario, qu'il y en a 28% qui ne sont pas sollicités, que personne ne vient voir, et donc c'est à eux d'être à la manœuvre. Donc ça peut aussi nous poser des questions sur la proactivité des acteurs pour aller voir les industriels, notamment ceux qui ne seraient pas utilisateurs aujourd'hui, pour développer l'offre. Voilà. Donc ça, c'est un premier point, je pense, intéressant à noter. Un des points importants et aussi une tendance qu'on a observée sur les dernières années, c'est la compréhension et la lisibilité du système ferroviaire. Je vous apprends rien que bien comprendre comment on réserve des sillons, à quel moment est-ce qu'il faut les faire, est-ce que je fais du train complet, pas du train complet, c'est pas toujours simple pour des entreprises dont le business c'est de produire soit des biens de consommation, soit des matériaux pour la construction. Donc, on s'attache à regarder si la lisibilité progresse. Et aujourd'hui, on est sur 3/4, 1/4. 3/4 qui jugent que c'est suffisamment compréhensible, c'est suffisamment lisible. Pour autant, il reste 1/4 qui juge ce système très opaque et très difficile à appréhender. Et au final, que 6% qui sont complètement à l'aise avec le système. Ce qui est quand même une amélioration par rapport aux dernières années. Il y a 3 ans, on était tout juste à 50-50. Donc, on voit qu'il y a un effort qui a été fait, notamment pour gestionnaire d'infrastructure côté SNCF Réseau, pour rendre plus digeste l'accès à l'offre ferroviaire. Il reste quand même des améliorations à réaliser. 1/4, c'est une part qui reste significative. Sur l'adéquation de l'offre à proposer avec les besoins d'un chargeur. On retrouve à peu près le même ratio, c'est-à-dire 3/4 qui trouvent ça en adéquation, en tout cas partiellement en adéquation, 1/4 qui trouve que pas du tout et 6% qui s'y retrouvent complètement.
Donc là aussi, ça pose quelques questions, hein. Que 60% ou 70% disent que c'est partiel. Probablement, il y a encore des travaux et une amélioration à faire au niveau de l'offre, notamment pour le conventionnel. Et on voit que pour le combiné rail-route, on a des résultats un peu plus dégradés cette année, en tout cas, où on a 31% qui considèrent que l'offre ne correspond pas du tout à leurs besoins. Et rappelons-nous qu'on est sur des entreprises de taille importante qui ont les moyens d'investir sur des modes massifiés. Donc, les attentes aujourd'hui ne sont pas complètement satisfaites de leur point de vue. Si on regarde maintenant la qualité de service, donc on va prendre un petit peu de temps sur ce slide-là parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, je pense, à voir ensemble. La qualité de service, c'est le nerf de la guerre pour un mode de transport aujourd'hui. Et l'exercice qu'on fait dans notre baromètre, c'est de le mettre en perspective avec d'autres modes. Aujourd'hui, un chargeur peut avoir le choix entre plusieurs modes de transport, que ce soit ferroviaire conventionnel ou ferroviaire combiné, mais aussi le fluvial, le fleuve-route, le short-sea ou le routier. Donc, c'est d'autant plus intéressant de voir les différences de perception sur la qualité de service. Donc, dans l'ensemble, vous le voyez, hein, aux couleurs, celui qui arrive en premier, c'est le transport fluvial aujourd'hui, qu'il soit conventionnel ou fleuve-route. C'est celui qui sort son épingle du jeu par rapport au ferroviaire. Si on regarde le ferroviaire, qui sont les deux premières lignes, on est sur 48% du panel qui considère que la qualité de service est bonne, voire très bonne dans le conventionnel. En ayant quand même des chiffres significatifs dans le rouge, donc 10% qui sont très insuffisants et 23% encore insuffisants. Donc on voit bien qu'il y a des attentes qui sont fortes de la part des chargeurs sur la qualité de service et qu'elles ne sont pas encore complètement satisfaites. Pour autant, le message positif qu'on a pu retenir cette année, c'est sur l'évolution de cette qualité de service, sur la perception qu'ils ont d'une année sur l'autre, sur comment est-ce que ça évolue. Et là, on voit que par rapport aux années précédentes, il y a quand même une amélioration, y compris sur le transport conventionnel, où on est à plus de 75% qui considèrent qu'il y a eu une amélioration cette année, voire une très forte amélioration pour 23% d'entre eux, y compris sur le transport combiné rail-route. Pour autant, c'est les deux seuls modes, donc ferroviaires, qui gardent une forme d'insatisfaction, ou pour une partie de nos chargeurs, on a pu avoir une dégradation par rapport à l'année 2023, sur cette année 2024. Donc, on le voit, les attentes sont fortes en termes de qualité de service. Ça s'améliore d'année en année, mais il reste une forme de frustration et d'insatisfaction par rapport à cette qualité de service. Pour aller encore plus loin, on a voulu comprendre quels étaient les motifs et les items sur lesquels la satisfaction ou l'insatisfaction pouvait porter. Et ces catégories que vous voyez à l'écran, hein, la qualité de la relation client, le respect des délais, la régularité du service, le traitement des litiges, la compétitivité du coût, capacité d'innovation, la traçabilité, les aléas et la réactivité. C'est ce référentiel-là qu'on a retenu et qu'on a décliné sur l'ensemble des modes. Donc, on verra dans les prochains webinaires qu'on va retrouver, y compris pour le fluvial, y compris pour le maritime, ces mêmes items, et ça sera intéressant de voir, de faire la comparaison sur ce même référentiel.
sachant qu'on a travaillé cette grille-là avec l'AITF et l'Université Gustave Eiffel dans le cadre de l'Observatoire de la mobilité qui est porté par la DGTM, aussi dans une logique de pérenniser cette vision au niveau national. Donc, pour le ferroviaire, aujourd'hui, la qualité de la relation client reste soulignée. Donc, c'est celle qui obtient la meilleure note aujourd'hui sur cette satisfaction. Le respect des délais aussi. On part du principe que du moment que un sillon est réservé, qu'un train est réservé, tout se passe bien. Globalement, tout se passe bien. Idem pour la régularité du service. Quand on commence à avoir des litiges, le traitement des litiges, on est sur une note plutôt moyenne. Voilà, on est sur du 3 sur 6. Et je vais dire sans surprise, les deux items qui sont les plus porteurs d'insatisfaction sont la réactivité et le traitement des aléas. Après, on le sait, c'est structurel pour un mode ferroviaire avec les contraintes qu'il porte, la capacité de réagir à un aléa, à un changement quand on doit faire une planification de sillon quasiment un an à l'avance. Ça laisse très peu de marge de modification en dernière minute. Ça reste un axe à travailler avec les différents opérateurs de transport ferroviaire et aussi le gestionnaire du réseau pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Et il y a toujours cette question aussi sur la compétitivité du coût. On sait que pour les flux qui sont pertinents, le ferroviaire est un mode de transport rentable. Mais comparé à la route, c'est la comparaison qu'on fait habituellement, on peut avoir une forme de concurrence au-delà de la complémentarité qui peut exister entre les modes. Quand on regarde sa performance financière économique, le ferroviaire peut paraître en deçà, notamment du mode routier. Donc ça reste aussi un sujet et on le sait, hein, la conférence de financement du transport en ce moment, avec tous les débats qu'on peut suivre menés par la DGITM, on sait que l'investissement et le coût et la compétitivité du coût, ça reste un sujet pour le ferroviaire. Yves, pardon, je t'interromps une seconde pour ne pas respecter la règle que j'avais moi-même donnée de garder les questions à la fin. Est-ce que sur cette compétitivité coût, oui. Dans les réponses, vous avez une idée entre la partie conventionnelle et combinée? Est-ce que l'un est plus marqué que l'autre ou est-ce que finalement, bon, on ne voit pas la différence? C'est une bonne question. On n'a pas fait la distinction cette année entre conventionnel et combiné. Donc, j'ai pas complètement la réponse à ta question. Mais ça serait un point intéressant, effectivement, d'affiner cette question de compétitivité. Et en réalité, ça mériterait une étude à part entière, en fait, pour aller creuser la perception des chargeurs sur ce point-là. Je regarde si dans le traitement des résultats, on a pu faire une distinction et auquel cas je pourrais vous la transmettre a posteriori. Merci. Ça marche. Si je continue, dans l'une des attentes sur lesquelles on a zoomé sur le ferroviaire, et qui est dans les catégories, hein, vous le voyez ici, sur la capacité d'innovation, je trouvais intéressant de voir comment les chargeurs se positionnaient par rapport à ce sujet de l'innovation, à l'ère du digital, de l'IA, de la donnée, quelles observations ils pouvaient en faire. Et on voit bien que c'est un sujet qui reste une attente très forte. Le ferroviaire peut avoir une image assez vieillissante, hein, pour ceux qui le pratiqueraient de façon occasionnelle et même ceux qui sont des habitués. On voit que
on a une insuffisance, ou en tout cas une perception d'un investissement insuffisant sur la partie innovation, notamment sur la mise à disposition des données et des informations. On est sur 50% du panel qui considère que des innovations dans le service doivent être proposées, qu'elles ne le seront pas aujourd'hui. Et ça touche principalement à la donnée, la capacité à transmettre de la donnée, donner de la transparence sur les données de transport aujourd'hui. Pour finir sur cette partie offre, on a également posé la question sur les critères qui se sont le plus améliorés pour le transport ferroviaire, donc que ce soit conventionnel ou combiné. Et aujourd'hui, ce qui est souligné par les chargeurs, c'est la visibilité des offres. Donc le fait que, et on l'a vu précédemment, la visibilité, la lisibilité du système s'est améliorée et ça continue à s'améliorer et c'est souligné par les chargeurs. Le deuxième point, c'est le respect de l'environnement qui remonte dans le classement des critères qui sont le plus améliorés. Alors, le ferroviaire, on dit souvent que c'est intrinsèquement un mode décarboné. Le train étant dans une motorisation qui ne produit pas de CO2, en tout cas pas directement. Et c'est un point qui reste attractif pour les chargeurs. Dans les deux autres critères qu'on peut voir, la flexibilité de l'offre et la capacité de répondre à des demandes court terme, ça c'est un point qui est intéressant, même s'il n'arrive qu'en 3e position. C'est un point intéressant. Au vu des contraintes qu'on connaît du ferroviaire, on voit quand même un effort de la part des différents acteurs de rendre un peu plus flexible cette offre de transport. Et pour finir, la facilité des dessertes logistiques, dessert des sites logistiques, ça c'est un point important également pour les chargeurs qu'ils ont noté. Si on passe maintenant à la partie report modal, donc ça c'est un des points majeurs pour le développement du fret ferroviaire. Regardez quelle est l'attractivité du mode et comment le report modal se fait. Donc, une des premières questions qu'on pose, c'est vers quel mode est-ce que vous vous tournez quand vous voulez faire du report modal de la route vers un mode massifié. Et aujourd'hui, ça reste le combiné rail-route qui est le premier mode privilégié pour 49% du panel interrogé cette année. En deuxième position, on a le ferroviaire conventionnel. Donc, à plus de 3/4 du panel, on se tourne en priorité vers le ferroviaire, qu'il soit combiné ou conventionnel, pour faire son report modal. Le fluvial et le fleuve-route arrivent dans des proportions un peu moindres. Et dans les critères qui favorisent le report modal aujourd'hui, on voit que c'est l'amélioration de l'offre, sa fiabilité, sa flexibilité. Donc tout ça est très cohérent avec les premiers résultats qu'on a partagés précédemment. Et donc à plus de 64%, c'est l'amélioration de l'offre qui est le premier critère. Le deuxième critère, il est intéressant. Et il est intéressant à mettre en regard aussi donc qui est l'incitation financière aux chargeurs qui arrive en deuxième position, donc à 48%. Donc on voit que l'économie du transport reste un point important. La performance opérationnelle dont un chargeur a besoin reste une priorité. À mettre en regard aux critères de la politique portée par la direction de l'entreprise ou la stratégie de l'État pour développer ce mode, ils arrivent en 5e et 6e position. Donc le triptyque de tête, c'est une offre améliorée, plus flexible, plus fiable
des incitations financières qui nous permettent d'optimiser nos coûts de transport. Et le troisième, c'est la réduction des externalités. Donc, comment est-ce que le passage vers le ferroviaire va m'aider dans mon efficacité énergétique, dans ma gestion de ma consommation énergétique et ma consommation de CO2, sur la sécurité que je peux apporter à mes marchandises pour servir mes clients. Et si on regarde tout en bas, tout l'aspect réglementaire, in fine, CSRD, TSE, CS3D, tout ça aujourd'hui n'est pas considéré comme un critère primordial de report modal. Donc, si j'avance sur le report modal, on a également posé la question sur est-ce que oui ou non, ces chargeurs se fixent des objectifs de report modal. Pour certains, donc, on a 32% qui n'en fixent pas. Donc, ce n'est pas un objectif. Donc, et ici, on est sur un panel qui est déjà utilisateur du mode ferroviaire. Donc, ils ne cherchent pas forcément, pour un tiers d'entre eux, à en faire plus. Pour 2/3, par contre, oui, il y a des objectifs de report modal, de pousser un peu plus le passage vers le ferroviaire. C'est partiel pour 43% d'entre eux et c'est complètement intégré dans les pratiques pour un quart. Donc ça, c'est des chiffres qui sont intéressants parce qu'on voit une volonté de passage vers le ferroviaire, mais ça cache des freins. Ça cache des freins parce que pour qu'un tiers ne veuille pas aller plus loin et que 43% ce soit uniquement partiel, il y a certainement des freins qui restent à lever. On a également posé la question sur les exigences en matière de report modal qu'une entreprise pouvait faire vis-à-vis de ses transporteurs. Parce que tous ne sont pas acheteurs directs du transport. On peut faire confiance à un tiers logistique pour gérer leur flux. Donc, aussi intéressant de voir dans quelle mesure un chargeur va aller exiger ou pas du report modal vers le ferroviaire. Et donc là, on voit que on est plutôt à 14% pour ceux qui mettent des exigences à leurs prestataires de transport. 43%, c'est pas du tout. Et 43% également, c'est partiel. Donc, il y a encore ce levier potentiel entre un chargeur et son transporteur, qu'il soit contractuel ou dans la relation qu'ils peuvent avoir de partenariat, de pousser une politique plus forte de report modal vers le ferroviaire. Et enfin, la question qui fâche, avez-vous fait du report modal inversé? Donc, vous étiez un chargeur utilisateur du ferroviaire, avez-vous basculé vers un autre mode, que ce soit revenir sur la route, vers le fleuve ou le short-sea? Et là, donc on est sur uniquement l'année précédente, mais on voit qu'il y a quand même pour la moitié d'entre eux, qui ont fait un report modal inversé, donc plus de 57%, que ce soit oui fortement pour 6% ou que partiel pour 51%, et les 43% restants, pour le coup, n'ont pas fait de report modal inversé. Donc ça, ce point-là, il est aussi intéressant. Il faudra qu'on le surveille sur les prochaines années pour voir s'il y a une tendance de fond qui peut éventuellement se dessiner. En tout cas, par rapport à l'an dernier, on note que cette année-là particulièrement, il y a eu du report modal assez inversé, assez marqué. Et pour compléter cette question-là, on interroge également les projets de développement de nouveaux flux. Je suis un chargeur, je crée un nouveau flux de transport vers le ferroviaire et on pose la question de est-ce qu'il y a une remise en cause du développement de ces nouveaux flux. Et aujourd'hui, on voit que pour 60% d'entre eux, pas d'alerte, pas de remise en cause des flux, mais pour 40%, dans le ferroviaire, certains ont abandonné l'idée de développer un nouveau flux dans le ferroviaire.
Donc, voilà, ce qui, encore une fois, montre qu'il y a des progrès à faire sur l'accès au mode ferroviaire pour ceux qui voudraient s'y lancer ou ceux qui voudraient encore plus développer. Habituellement, tous les ans, on pose une question contextuelle. On sait que les grèves sont un point d'achoppement récurrent auprès de nos chargeurs. Donc, on a reposé la question cette année également de voir s'il y a eu un impact aujourd'hui. Et dans les résultats qu'on observe, c'est que pour 28%, l'impact a été très fort. Pour 44%, ils estiment que c'est un impact moyen. Et 28%, c'est un impact faible. Et ces résultats sont étonnants dans la mesure où l'année 2024 a été plutôt calme d'un point de vue grève. Donc en creusant dans nos analyses, et il y a eu un certain nombre de grèves qui étaient plutôt localisées, mais qui n'étaient pas du tout de l'ampleur de ce qu'on avait pu connaître en 2023 ou précédemment. Donc on sent que ça reste un sujet d'inquiétude pour les chargeurs, parce que ça vient effectivement perturber très fortement leur flux quand une grève arrive. Donc, on verra pour l'année 2025 quel résultat on obtiendra, mais ça reste un point qui crée on va dire des frustrations pour nos chargeurs. Et pour finir, et comme ça on se laisse un peu de temps pour les questions-réponses, on a voulu savoir si les démarches qui étaient engagées en termes voilà, d'obligations réglementaires, d'évolution réglementaire, est-ce qu'elles incitaient ou pas de faire du report modal vers les modes massifiés? Et on voit qu'aujourd'hui, c'est pas du tout un facteur. Le fait qu'il y ait une réglementation supplémentaire ne pousse pas nécessairement un chargeur à modifier son mode de transport. Et on l'a vu dans le slide précédent, l'incitation première, ça reste l'offre et la compétitivité et les incitations financières qu'ils peuvent avoir pour basculer vers un mode ferroviaire. Et enfin, pour la réglementation plus RSE, une des questions, c'était de savoir si le coût du carbone intervenait ou pas dans les arbitrages qu'ils pouvaient faire entre les différents modes. Et en théorie, donc, en faveur d'un mode ferroviaire décarboné. Et donc, aujourd'hui, la moitié estime que le coût du carbone, c'est uniquement à titre indicatif, que ça peut être regardé par un industriel ou un distributeur. Pour un quart, c'est non, pas du tout. Et un quart qui ont poussé la démarche jusqu'au bout en valorisant le coût complet d'un transport, y compris dans le coût du carbone qu'ils pouvaient avoir. Donc on voit donc ça, c'est des effets un peu nouveaux. Il faudra confirmer dans la durée si l'engagement RSE d'une entreprise, elle peut influer durablement sur ses choix de report modal vers le ferroviaire. Mais en tout cas, pour un quart, on voit qu'ils ont poussé le curseur jusqu'au bout et ça reste un point intéressant. Donc, en quelques mots à retenir de ce baromètre cette année, c'est qu'on a une amélioration de la compréhension et de la lisibilité du système, même si ça reste encore en dessous parce qu'on a encore un quart qui considère qu'on peut aller plus loin. L'adéquation entre l'offre et le besoin des chargeurs reste aussi un point d'amélioration. On est dans les mêmes épures sur 3 quarts satisfaits, un quart non satisfait. Sur le report modal, le combiné rail-route reste le mode privilégié. Ça reste le premier point, le premier mode vers lequel on se tourne. Et cette année, on a vu une partie du panel faire du report modal inversé à minima ponctuel, donc à surveiller dans la durée pour voir s'il y a une tendance de fond.
Et enfin, la performance opérationnelle et économique, ça reste les premiers critères de décision pour soutenir le report modal avant toute réglementation, qu'elle soit par l'État, par l'Europe ou pour des raisons RSE. Voilà pour cette présentation. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez revenir sur certains slides, qu'on puisse débattre ou approfondir certains points. Je suis sûr qu'il va y avoir des réactions. J'en ai déjà, alors il y en a eu une ou deux dans le chat dont je vais me faire le relais, mais il y avait quelques éléments qui me semblaient intéressants de mettre en avant. D'abord, merci beaucoup Inna pour cette présentation, c'est extrêmement intéressant et on voit vraiment qu'il y a plein de choses à se nourrir de ça et à se replonger dans le passé, même si on veut dire, hein, par rapport à ce qui vient d'être dit. On voit quand même, enfin, on a l'impression, en écoutant ça, qu'on est quand même sur une ligne de crête, enfin sur le fil du rasoir, quoi. On a l'impression que c'est dur, que ça peut basculer dans un sens ou dans l'autre, report modal inversé de manière importante, des critères d'opérationnalité qui sont très bien, très importants pour les chargeurs. Donc il y a vraiment, on sent bien quand ça en fait, mais c'est compliqué. Et il y a deux choses qui me semblent intéressantes à être mises, et je ne crois pas que tu en aies parlé. Il s'est passé deux choses importantes, je crois, en 2023-2024, en tout cas de mémoire. Il y a l'interruption de la ligne vers l'Italie, avec l'éboulement dans la Maurienne. Oui. Oui. Qui peut, quand on dit voilà, dégradation de la qualité de service, quand la ligne est coupée, c'est relativement bien dégradé, effectivement. Donc ça peut jouer, j'imagine. En tout cas, ça a un impact fort. Et puis la discontinuité de fret, et là, je ne sais pas si ça a un impact ou pas, mais ça vient quand même remodeler de manière fondamentale le paysage ferroviaire. Donc on voit bien que tout ça, enfin, j'imagine que tout ça joue. Peut-être avant de passer la parole à des participants, s'il y a des questions. En tout cas, oui, c'est sûr que la qualité de service est impactée. Je vais rebondir. J'ai lu j'ai jeté un œil sur le rapport de l'ART qui est sorti assez récemment, il y a ces dernières semaines, où ils indiquent que le transport de fret a rebondi en France, je cite, rebondi en France en 2024, et notamment dû à une croissance de 20% du marché du transport combiné. Donc on voit bien, on sent bien dans ce que tu as décrit, c'est que c'est la locomotive du ferroviaire, on va filer la métaphore, c'est le combiné. En tout cas, c'est là que ça va progresser vraisemblablement. Pour plein de raisons, on va pas revenir. Et c'est principalement les opérateurs alternatifs qui ont été le moteur. Si tu expliques le rapport, bah oui, si on a discontinué l'opérateur historique, c'est sûr que c'est pas lui qui va faire la locomotive. Et un autre point tiré du rapport que j'ai recherché là tout à l'heure pendant que tu parlais, en qualité de service, les retards de fret supérieurs à 30 minutes, donc là on est toujours sur la qualité de service, se sont légèrement améliorés en 2024 par rapport à 2023. Avec donc en s'établissant à 15,7%. Alors ça faudrait que je retrouve exactement ce que ça veut dire, mais on voit qu'il y a voilà, qualité de service, le nombre de retards est en légère baisse, pas drastique. Donc je pense que ça, quand on parle de qualité de service, etc., il y a évidemment tout ça. Oui, ça fait écho effectivement à l'évolution de la qualité de service qui est globalement très bien perçue. Je pense que c'est le premier graphe où on a autant de verts sur une perception sur le ferroviaire ou même les autres modes de transport massifiés. Donc ça, c'est assez intéressant. Oui. Malgré ce que je citais tout à l'heure de la Maurienne, malgré ça, on voit quand même une amélioration. Oui. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des... Ah oui, on avait une question étonnant de ne pas avoir les compagnies maritimes comme contact commercial pour vendre les transports combinés. C'est vrai qu'on voit qu'ils prennent de plus en plus de place en Interland. Est-ce que dans le sondage, ils sont intégrés dans les commissionnaires ou des quasi-commissionnaires, d'après toi? En tout cas, dans la façon dont on pose la question, pour nous, compagnie maritime ne fait pas partie des commissionnaires parce qu'on montre bien les entreprises ferroviaires, le fluvial, le combiné, et on laisse le choix de s'il y a autre chose ou
d'autres acteurs qu'on n'aurait pas mis dans nos propositions. Et les compagnies maritimes ne sont pas ressorties, effectivement. Mais ça peut être un point qu'on peut questionner pour l'année prochaine. Parce qu'aujourd'hui, ouais, mais peut-être c'est selon les régions, peut-être que effectivement avec la CMA très implantée à Marseille, peut-être que dans cette région-là, ça serait prépondérant ou côté côté Europaport. Mais c'est pas ressorti. Je sais pas je vois pas qui a posé la question, mais c'est un point que vous avez vu émerger. Alors, c'est Philippe Martin du groupe Solestran. Et moi, j'aurais eu tendance à dire, et je passerai la parole à Rémi Vergrit juste après, on sent un peu, à travers la presse principalement, plutôt qu'à des retours business, on sent que les compagnies maritimes sont peut-être plus fluviales que ferroviaires. CMA qui achète le terminal Édouard Herriot et du fluvial, enfin voilà, on le sent plutôt fluvial. MSC, je crois, sur la Seine. Oui. Emma fait aussi du fluvial du côté de Dunkerque. Donc peut-être, voilà, c'est une analyse de comptoir, hein, mais on sent plus les compagnies maritimes sur le fluvial que le ferroviaire. Ça Non, mais flotte. si je peux me permettre, il faut voir le panel aussi qui est interrogé. C'est des industriels. D'abord, il y en a combien? Est-ce que ces industriels font de l'international en maritime? C'est quoi leur part? Si ces industriels que vous interrogez sont plutôt sur du franco-français, sur du continental, il n'y a pas de lien avec le maritime. Et je pondérerai tes propos, Fabien. C'est aussi bien fluvial que ferroviaire. Les compagnies maritimes essayent de plus en plus à se positionner en carrière au ledge et justement prendre des parts de marché sur le fluvial et le ferroviaire. Aussi bien ferroviaire que fluvial. Je dis, hein, c'est vraiment un ressenti, je les sens plus sur le fluvial. Mais si tu... Et c'est parce que chez nous, dans notre réseau, on a une offre fluviale qui est supérieure à l'offre ferroviaire. Voilà pourquoi. Et globalement, tu regardes sur les autres marchés, non, ils essayent de se positionner en carrière ledge pour maîtriser justement le transport terrestre. Oui, super, merci. Intéressant, très intéressant. Ouais, Rémi. Oui, bonjour tout le monde. J'avais juste deux questions de compréhension complémentaires. Quelle est l'offre ferroviaire? Y a-t-il plusieurs acteurs? Je pense que oui, mais en dehors de Fret SNCF, combien sont-ils et comment réagissent-ils à ce genre d'analyse, notamment sur le fait qu'un quart des chargeurs n'ont jamais ou ne sont que très rarement contactés, ou en tout cas approchés? Et la deuxième question, c'est la réglementation. Alors, on en entend beaucoup parler sur les objets de décarbonation et les scope 3 des entreprises sur leur pondération RSE. Est-ce que vous voyez dans les tuyaux des discussions relatives à ces transports pour donner un coup de boost au report modal non inversé? Sur la première question, effectivement, avec l'évolution de Fret SNCF, on va dire ça comme ça. On a des opérateurs ferroviaires de proximité aujourd'hui, donc qui sont positionnés sur certains axes, et on les voit ici, hein, ils sont quand même, on va dire, actifs commercialement vis-à-vis des chargeurs. Donc il y a les entreprises ferroviaires classiques, non pas Fret SNCF, mais tous leurs concurrents, parce que c'est un marché qui est aujourd'hui pleinement ouvert à la concurrence, et ce qu'on appelle des OFP, donc des opérateurs de fret de proximité, donc qui agissent plutôt sur des zones plus restreintes, que ce soit sur un axe sur la Normandie, par exemple. Mais c'est des acteurs plus petits, donc la force de frappe commerciale va pas être comparable à celle qu'on peut avoir d'un fret SNCF ou équivalent. Je ne sais pas si ça répondait à la première question, mais c'est un marché qui est en mutation. Juste pour compléter, c'est un marché qui est en mutation et on va voir dans quel sens il va aller. Là, la réglementation, pour le coup, a poussé vers un éclatement
du marché pour déconsolider Fret SNCF. Donc après, la loi du marché va faire son chemin. Donc on verra s'il y a une reconsolidation dans quelques années qui peut se faire entre plusieurs acteurs ou pas, ou si on va justement voir émerger de plus en plus d'acteurs de niche. Ça peut être les deux scénarios à surveiller sur les prochaines années. Ok, donc chacun démarche Et chacun pour sa démarche, propre entité. exactement. Chacun démarche et avec la force commerciale et les atouts commerciaux qu'il peut avoir. Ok, et réglementation sur la décarbo? Et donc, réglementation sur la décarbo, donc je l'évoquais à la toute fin. C'était une tendance qu'on avait observée il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est l'année, en tout cas sur l'année 2024, au vu du contexte économique aussi qu'on a vécu globalement dans le pays, les performances économiques de l'entreprise ont pris le pas. C'est-à-dire que si et opérationnel, c'est-à-dire que si le ferroviaire et vous amène votre marchandise en temps et en heure pour vos clients à un coût raisonnable, bah, c'est ça qu'on va prendre. Et que ce soit contributeur du rapport CSRD ou pas, c'est un plus, mais c'est pas un facteur suffisant pour faire basculer la décision, en tout cas aujourd'hui. Ok, donc l'écart de compétitivité est trop important pour accentuer la fiscalité. C'est pas ça le levier, et on le verra peut-être, c'est plus dans le report modal, mais on a posé la question sur la réglementation du CSRD, 3% qui considèrent que c'est un critère qui peut favoriser le report modal. C'est négligeable au regard de l'amélioration de l'offre, des incitations financières, même si on retrouve la partie externalité, réduction des externalités. Mais la réglementation en soi n'est pas vue comme un levier. Ouais, Voilà. merci. Mireille pose la question, combien d'entreprises ont été interrogées ou peut-être répondu interrogées, c'est peut-être difficile de savoir. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais nous, ce à quoi on veille, c'est la représentativité des secteurs. Donc, nous, on interroge, on travaille avec l'UTF pour interroger l'ensemble des fédérations professionnelles qui sont impliquées donc auprès de l'ATF, donc des chargeurs. Donc, on essaye d'avoir la plus grande représentativité des secteurs utilisateurs du mode. Donc, et le panel, en général, il est à quelques pourcents près d'une année sur l'autre, à peu près le même. Et notre plus grand enjeu, en toute transparence, c'est justement de pérenniser le panel pour avoir une comparaison d'année en année. Merci beaucoup. 96% des entreprises françaises, c'est ça, je crois. J'avais une question, enfin, pas vraiment une question, mais la traçabilité, c'est un sujet dont on reparlera lundi, notamment avec Everessence lundi prochain pour les 10 ans. Et je suis sûr que Katia, qui était là, aura pris ça en note avec beaucoup d'intérêt, et notamment sur le fait que ce soit quelque chose d'important pour les chargeurs, que ça soit plutôt bien noté. Enfin, c'était dans le focus que tu disais. Contrairement, effectivement, au greenwashing, enfin, au greenwashing, c'est un peu dur de le dire comme ça, mais au fait qu'on fait ça pour l'image de l'entreprise, finalement, on voit que ça perd de l'intérêt, enfin, ça perd de l'importance, contrairement à, effectivement, le mémoire dans les précédents baromètres, c'était un petit peu plus marqué. Je m'étais noté, on arrive à des évolutions. Je ne comprends pas les questions que je m'étais notées moi-même. Terrible pour le report modal inversé, effectivement. Alors ça, c'est voir si ça fait mal au cœur. C'est sûrement très en lien avec la satisfaction, ou en tout cas, enfin, c'est marrant de voir, il y a plutôt une amélioration de la vision de la performance en lien, enfin, un peu contre-intuitive avec ce report modal inversé. Donc, on est peut-être vraiment sur des contraintes financières, entre guillemets, enfin de prix, quoi, ou voilà,
peut être content du service, mais si on paye moins cher ailleurs, on est encore content. Mais effectivement, il y a une forme de paradoxe dans les résultats de cette année, c'est-à-dire qu'il y a il y a une volonté de montrer que la satisfaction s'est améliorée, que la lisibilité de l'offre est meilleure. Donc les chargeurs soulignent quand même les efforts qui sont faits pour rendre le mode ferroviaire plus accessible ou plus attractif. Et pour autant, en tout cas la réalité de l'année 2024 a fait que les choix de performance ont parfois, donc c'est là où il faudra voir si c'est durable ou pas, ont parfois poussé les chargeurs à faire des choix purement économiques et pas en lien avec une stratégie plus long terme. Ouais. On pose la question, il y avait deux petites analyses complémentaires, peut-être que tu auras la réponse. La différence de taille, en fait, là, dans vos réponses, j'imagine que c'est une voie, enfin, chacun a la même. Il n'y a pas de pondération en termes des volumes, des volumes dédiés au ferroviaire. Enfin, c'est une question, c'est pas une affirmation. Et y a-t-il une pondération où effectivement on pourrait imaginer que si là, 10 des chargeurs qui ont répondu font 90% des flux, leur voix pèse pareil que celui qui fait 0,1%. Est-ce que c'est ça? Aujourd'hui, oui, c'est un répondant, une voix. Une voix, d'accord. Après, voilà. On veille à ce qu'il n'y ait pas de doublons, c'est-à-dire que si on s'adresse à une entreprise, on a une réponse au nom de l'entreprise, donc on peut retraiter, faire des moyennes quand on a plusieurs interlocuteurs au sein d'un chargeur ou sur des sous-entités différentes. Après, le panel aujourd'hui, c'est pour ça que je mentionnais en introduction, on est globalement sur des chargeurs de taille similaire. Bon, en tout cas, la moitié sont des grandes entreprises, voire des très grandes entreprises. On a très très peu de petites PME qui sont des répondants au baromètre. Alors, est-ce qu'ils sont utilisateurs ou pas? On pourra se poser la question, effectivement. Mais, en tout cas, à ce stade, on n'a pas considéré de distorsion trop forte dans le panel qu'on a constitué pour pouvoir variabiliser le poids des réponses. Dernière question en ce qui me concerne, est-ce qu'on a des tendances géographiques? Là, je prends ma casquette de Haute-Francien, Haute-Francilien, comme on dit. Est-ce qu'on voit des satisfactions particulièrement marquées dans un coin ou dans l'autre? Est-ce que vous avez une idée de ça? Sur le ferroviaire, je crois que c'est plus compliqué. C'est vrai que le lieu d'implantation de l'entreprise ne dit pas forcément la nature des flux, mais il y a des tendances. On sait que voilà, Rocket, qui est un grand utilisateur dans le Nord, qui fait venir 3-4 trains par jour. C'est un des représentants du panel. D'ailleurs, ils avaient témoigné avec nous au STL. Et que pour juste relayer ce témoignage-là sur Rocket, que eux justement ont vu toutes les améliorations que le ferroviaire leur avait permis eux d'avoir dans l'accessibilité de leurs matières premières. Et typiquement sur une entreprise comme celle-là, où il faut faire venir des tonnes et des tonnes de maïs, de blé, le ferroviaire est complètement pertinent et en réalité, il n'y a pas d'autre mode qui est aussi performant que le ferroviaire. Par contre, en sortie, sur leurs produits transformés, où on se rapproche un peu plus de la grande consommation, on va dire, ou voilà, c'est des produits plus packagés. Là, la question se pose parce que les circuits de distribution en tout cas, les stratégies de distribution peuvent faire qu'ils ont besoin de mixer du ferroviaire avec du fluvial, avec le combiné et maximiser en fait l'apport de chacun des modes en fonction du produit de sortie qu'ils ont. Ok, bon, merci beaucoup. On est arrivé à la fin du temps.
que nous nous étions accordés. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sébastien, vas-y Sébastien. Bonjour, merci pour la présentation déjà, merci pour l'invitation. Juste deux choses, il serait quand même intéressant sur la part du retour modal inversé, parce que du report modal inversé, c'est quand même inquiétant, mais il serait intéressant de savoir quelle est la part du report modal inversé sur le fret conventionnel et quelle est la part sur le rail route. Parce que, en fait, on a des populations totalement différentes. Le conventionnel, c'est surtout les chargeurs, et on l'a vu dans votre présentation, ce sont les chargeurs qui sont sollicités et qui sollicitent en direct, en majeure partie. Sur le railroad, ce sont presque tout le temps et exclusivement des transporteurs et non pas des chargeurs. Et sur cette partie railroad, je ne suis pas certain que les chiffres soient les mêmes. Le report modal inversé sur la partie railroad, il y en a un qui est évident et Fabien l'a soulevé, c'est celui de juillet 2024, l'arrêt des lignes italiennes, notamment suite aux éboulements dans la baie de la Maurienne. Ça, c'est même une certitude. On a une chance dans la région, et dans une majeure partie de la région, c'est que tous les ports, qu'ils soient maritimes ou fluviaux, sont bien embranchés, presque tous et bien embranchés. Ça, c'est une grande chance. Et puis la dernière chose, est ce que vous avez soulevé, et c'est très important, et c'est même une des plus grandes préoccupations des gros faiseurs maintenant dans le report modal, c'est l'échange d'informations, l'EDI. Vous avez parlé qu'il y avait un vrai enjeu sur ces sujets. Et nous, on fait du report modal routier sur des autoroutes ferroviaires, et la plupart de nos gros clients faiseurs, très gros clients faiseurs même, ils commencent même à remettre en cause leur activité avec nous, faute de mise en place d'EDI. Donc on travaille de plus en plus sur la mise en place d'EDI avec ces clients-là. C'est assez facile quand ils sont gros. C'est beaucoup plus compliqué quand ils sont petits, mais c'est un vrai levier de développement. Ça, c'est une certitude, et vous avez bien fait de le soulever. Merci pour la présentation. Merci beaucoup. Voilà, ça peut permettre de faire le lien acrobatique avec notre anniversaire de lundi, où nous aurons un atelier sur l'échange d'informations, ou en tout cas voilà, l'innovation dans le fret ferroviaire avec Evrysense. Mais on a aussi une fresque du fret ferroviaire lundi, peut-être que ceux qui... Enfin, c'est une innovation d'ailleurs, puisqu'elle n'a encore jamais été faite, elle est créée spécifiquement pour ces 10 ans. Donc pour ceux qui veulent en profiter, il n'est pas trop tard pour vous y inscrire. Il nous reste quelques places, puisqu'on est déjà 40 et quelques inscrits, donc ça va être un super événement. Et puis ben voilà, merci beaucoup Win, merci de ta participation, de ta présentation, merci aux participants également.